Bonsoir à toutes et tous. Ravi de recevoir à nouveau Kakonou Boucpo pour, je ne sais plus, ça fait déjà plusieurs fois. Également Caroline Roussy. Donc Kako qui est, je vous le présente rapidement, même si vous le connaissez, est depuis peu doyen de la faculté des sciences économiques de l'université de Lomé. Ancien directeur de la francophonie économique et numérique à l'OIF, ancien ministre de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques du Togo, c'est bien ça, et directeur de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne de la Fondation Jean Jaurès. Et nous l'accueillons plus spécifiquement ce soir dans le cadre de la sortie très récente, la semaine dernière, aux éditions Odile Jacob, donc de l'urgence africaine, changeons le modèle de croissance. Donc sans plus tarder, je vais te passer la parole pour une présentation de une quinzaine de minutes de l'ouvrage. Ensuite, Caroline prendra la parole et elle s'exprimera notamment sur deux chapitres auxquels elle a contribué dans l'essai. Et après, peut-être poserai-je une première question et surtout on passera la parole à la salle. Kako. Merci. Merci Alexandre. Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais pas être long parce que l'échange va être le but de cette soirée. Et puis, j'espère que vous allez acheter nombreux l'ouvrage. Comme ça, je pourrais dédicacer. Il y a un libraire qui est juste en face. Donc, c'est le but de la manœuvre, en fait. Vous faire acheter le bouquin. Sinon, ce que je vais dire, bon, vous le savez déjà. Au moins sur le franc CFA, vous le savez déjà. Donc, bon, il n'y a pas de nouveauté dans l'affaire par rapport à la question du CFA. Je vais commencer par la fin parce que aux éditions Odile Jacob, les remerciements, c'est à la fin du livre. C'est pas au début. Donc, je voudrais remercier Caroline Roussy, qui est à ma gauche. C'est rare qu'elle soit à ma gauche, mais elle est généralement à ma droite. Et avec qui j'ai rédigé les chapitres 5 et 8. Le chapitre 5 sur la question des frontières et de l'intégration régionale. Mais ceux qui suivent les notes de la Fondation Jean Jaurès ont dû remarquer qu'en 2017, avec Caroline, on avait déjà produit une note pour la Fondation Jean Jaurès sur la question des frontières. Je rappelle que Caroline est chercheuse à l'IRIS, docteur en histoire contemporaine de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Et ce que je dis dans les remerciements, c'est que Caroline m'apporte la profondeur historique. Bon, nous les économistes, en plus moi qui suis économètre de formation, voilà, nous sommes à fond dans les modèles et donc le dialogue avec les historiens, les sociologues, les politistes, les anthropologues, ce dialogue me paraît extrêmement fécond. Et le chapitre 8 sur les relations France-Francophonie-Afrique, ça nous apporte des regards croisés. Et nous avions produit une note, toujours pour la Fondation Jean Jaurès, juste avant le sommet d'Erevan, le sommet de la francophonie d'Erevan, où Caroline et moi, on a parlé des défis de la francophonie. Et du coup, vous retrouverez ces deux chapitres dans l'ouvrage, les chapitres 5 et le chapitre 5 et le 8, bon, sur lesquels Caroline reviendra tout à l'heure. Alors, oui. Juste un petit mot, j'ai oublié de... On excuse Martial Zebelinga qui devait être le troisième intervenant et qui a eu un empêchement de dernière minute. Oui, Martial Zebelinga, que certains d'entre vous connaissent également, qui était avec nous au mois de juin. Voilà. Et j'avais souhaité que Martial commente l'ouvrage. Il n'a pas pu, mais bon, Martial et moi, on est des siamois, quoi. Je veux dire, on se connaît depuis 32 ans. Et depuis 32 ans, on se voit tous les jours. Et donc, quand je vais à Douala, je vais chez ses parents. Quand il vient à Lomé, il vient chez mes parents. Et donc, voilà. Donc, c'est quelqu'un que j'adore, mais il pouvait vraiment pas être là ce soir. Étant enseignant,
il y avait les parents d'élèves, vous savez, la rentrée, les rencontres avec les parents d'élèves jusqu'à 20 heures. Donc, c'était vraiment mission impossible. Alors, pour le bouquin, la thèse centrale, elle est simple. C'est de dire que l'Afrique se transforme. Nul ne peut prétendre le contraire. Mais à mon avis, pas suffisamment vite, ni suffisamment bien pour affronter les multiples défis qu'elle doit relever. C'est un peu ça la trame de l'ouvrage, en fait. Et après, j'y décline les principaux défis. J'en relève 4, hein, même si ils n'apparaissent pas de manière aussi claire dans l'ouvrage. Dans ma tête, il y en a 4. Il y a le défi démographique. Je pense que c'est le défi central. Les Africains n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils font trop d'enfants. Moi, je pense qu'on fait beaucoup d'enfants. Bon. Quand ce sont les Blancs qui le disent, ça crée des problèmes. Quand ce sont les Africains qui le disent, j'espère que ça en créera un peu moins. Enfin, ce que je vais dire par là, c'est que quand on observe les chiffres de croissance sur les 50 dernières années, l'Afrique est le deuxième continent, en tout cas sur les 20 dernières années, juste après l'Asie, en termes de croissance. Mais une fois qu'on ramène au PIB par tête, on voit que l'Afrique fait 3 fois moins de croissance que les pays émergents. C'est-à-dire que la transition démographique en Afrique, elle est très, très lente. Je vous donne les chiffres. L'Asie est passée de 1,4% par an de croissance démographique en 40 ans à 0,1%, l'Asie de l'Est. L'Europe de 0,6% par an à 0,3% par an. L'Amérique latine de 2% à 1,4%. Disons globalement, le reste du monde a quand même divisé par 2 sa croissance démographique. Et seule l'Afrique on est passé de 2,8% par an à 2,7% par an sur 50 ans. C'est-à-dire que c'est quand même une population qui a tendance à doubler tous les 25 ans. C'est pour ça que la croissance africaine rapportée à la population est très faible. Et je crois que c'est quelque chose qui est fondamental, d'autant plus que la croissance africaine a 3 spécificités qui font qu'elle n'est pas suffisamment inclusive. La première spécificité, c'est que c'est une croissance dite appauvrissante, fondée sur l'exportation de matières premières sans transformation. Et donc, vous connaissez les thèses déjà anciennes hein, de Prebisch-Singer sur cette croissance appauvrissante, le fait que les prix à l'exportation tendanciellement sont plus faibles que les prix à l'importation, puisqu'on exporte des matières premières, mais on importe les matières transformées. Et donc, sur long terme, il y a ce que le président Senghor avait délicieusement qualifié de dégradation des termes de l'échange. Okay. Et donc, la croissance africaine, elle est aussi volatile que les cours des marchés des matières premières. Donc, quand on nous dit qu'un pays fait 10% de croissance en Afrique, si vous observez bien, c'est certainement parce que les produits qu'elle exporte ou qu'il exporte ce pays ont connu une hausse à due proportion sur les marchés mondiaux. Okay. Bon. Et donc, il n'est pas rare que 2 années après, le même pays fasse 1% de croissance. Vous voyez ? Donc, c'est une croissance qui est volatile. Deuxième raison pour laquelle la croissance africaine n'est pas inclusive, c'est que les secteurs à fort potentiel de croissance sont souvent à forte intensité capitalistique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas à forte intensité de main-d'œuvre. Comme les mines, où vous avez quand même énormément de capitaux, de machines, mais très peu, finalement, de travail. Et souvent, même quand il y a du travail, ce sont les ouvriers chinois qui viennent bosser à notre place. Bon. Je vois un peu dans beaucoup de pays africains, mais les gens sont sous les arbres,
en train de jouer au ludo pendant que les ouvriers chinois bossent. Bon, moi, c'est un truc qui m'a toujours paru bizarre. Ça, c'est quand même un problème. Le fait qu'il y ait une croissance qui a une faible intensité de main-d'œuvre. Et puis, troisième raison, c'est que la capacité redistributive de la croissance africaine est très faible. Parce que ce que nous appelons en économie les stabilisateurs automatiques, ils ne fonctionnent pas. C'est-à-dire la capacité pour un État de collecter l'impôt, donc les recettes fiscales, et d'assurer ensuite la redistribution via les dépenses d'allocation, chômage, les filets de sécurité, ben, cette capacité, elle est très faible en Afrique. On a des taux de pression fiscale qui sont inférieurs à 20% en moyenne. On est entre 15 et 20%. Dans la zone Union économique et monétaire ouest-africaine, on a du mal à atteindre 18% de ratio recettes fiscales sur PIB. Pour vous donner un exemple, dans un pays comme la France, on est autour de 45% quand même. C'est-à-dire que quasiment la richesse produite chaque année en France, la moitié repart au niveau de l'État pour financer les dépenses publiques. Donc, en plus, chez nous, comme le secteur informel est très fort, vous avez une fiscalité qui repose pour l'essentiel sur la classe moyenne urbaine. Et donc, vous avez une assiette qui est étroite et des taux qui sont très élevés. Alors que ce qu'on aimerait tous avoir, c'est une assiette large et des taux bas. Ce qui fait que les classes moyennes urbaines se plaignent vraiment d'un matraquage fiscal, alors même qu'en termes de rapport sur PIB, on a des taux de pression fiscale très faibles. Et donc, quand vous additionnez ces trois éléments, vous voyez qu'il n'y a pas de révolution en Afrique liée à la croissance et à la démographie. Après, on pourra discuter si cette démographie peut quand même être un levier de développement. Moi, je pense que oui, mais à condition justement qu'il y ait des politiques publiques volontaristes en matière d'éducation, de santé, pour qu'on profite de ce dividende démographique. Donc ça, c'est vraiment le premier défi. Le deuxième défi, c'est le défi écologique. Et le défi écologique, il est crucial. Moi, j'en avais pas vraiment conscience. Quand j'ai été ministre de la prospective au Togo, j'ai piloté la vision Togo 2030. Et je me suis rendu compte que le sud Togo, donc qui est côtier, perdait 5 à 10 mètres chaque année du fait de l'avancée de la mer sur les côtes. Or, la région maritime du Togo a 40% de la population togolaise. Mais ne fait que 10% de la superficie togolaise. Donc, vous vous retrouvez avec un exode rural massif, donc vers le sud, Togo, mais vers la zone agroécologique la plus fragile du pays. Et donc, c'est une équation intenable. Vous voyez? Donc là, on n'est pas dans les grands débats entre climato-sceptiques et autres. Là, on est vraiment dans le concret. On voit que si on ne gère pas la question de l'aménagement du territoire en relation avec le changement climatique, on ne s'en sortira pas. Parce que le phénomène de macrocéphalie accélère les impacts potentiellement négatifs du changement climatique. Okay. Après, il y a toutes les discussions que vous connaissez sur la capacité de l'Afrique à tenir les 2 degrés à l'horizon de la fin du siècle. On sait qu'en général, quand les autres continents ont 2 degrés, l'Afrique a 1 degré en plus du fait de l'ensoleillement et des conditions. Et du coup, on pense que les phénomènes migratoires vont s'accélérer en Afrique de l'hinterland vers les côtes liés au changement climatique. Donc, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer parce que ça induit un certain nombre de conflits pour l'accès aux ressources notamment. Troisième défi, c'est le défi des inégalités. L'Afrique est le continent le plus inégalitaire au monde. Ça, je renvoie vraiment aux travaux de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, en particulier les travaux de Denis Cognot,
okay, qui montre bien que le degré d'inégalité interpays en Afrique est aussi élevé qu'en Asie, qui a le record du monde des inégalités interpays, mais aussi le degré d'inégalité intrapays à l'intérieur de chaque pays est aussi élevé qu'en Amérique latine, qui détient le record du monde d'inégalité intrapays, où vous avez de grandes propriétés, les latifundia, qui coexistent avec les paysans sans terre. Okay. Donc l'Afrique cumule ces deux sortes d'inégalités. Et ça, c'est inquiétant. C'est lié aussi à ce que je viens de dire plus tôt, sur la faible capacité de l'État à être redistributif. Okay. Mais ça fait que vous avez des poches de pauvreté. Et ce que je l'ai dit sur RFI hier, c'est qu'on a l'impression que plus le temps passe, plus il y a deux histoires en Afrique, celle des dirigeants et puis celle des peuples. Donc je dis, on a l'impression que les dirigeants vivent leur histoire et puis que les peuples vivent leur histoire. Et à mon avis, il n'y a pas de développement possible, il n'y a pas d'émergence possible si ce n'est pas la même histoire. Et donc je crois que la question des inégalités est centrale. Et enfin, la question sécuritaire. Okay. La question sécuritaire, et ensuite je passerai la parole à Caroline, parce que ça fait quand même le lien avec les questions d'intégration régionale. J'ai de plus en plus l'impression que les groupes terroristes, comme Boko Haram ou d'autres, utilisent des rationalités précoloniales dans leur manière d'occuper l'espace ou de penser l'espace. Et en face, vous avez des États qui sont ceux que nous connaissons et qui ont du mal à faire du travail en commun. Et ça, c'est vraiment le domaine de Caroline, l'analyse des frontières. Mais ce que j'observe et qui m'inquiète, c'est que la semaine dernière, à la fin du sommet de la CEDEAO, si vous avez suivi la conférence des chefs d'État, donc le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu au Burkina Faso, les chefs d'État africains ont dit désormais les dépenses de sécurité seront imputées dans les dépenses d'investissement. Okay. Ça veut dire que quand vous achetez un char d'assaut pour lutter contre Boko Haram ou AQMI, on va considérer que vous faites de l'investissement. Et donc, j'ai peur que tout ça se traduise par une réduction de l'aide publique au développement, c'est-à-dire les dépenses qui vont dans la santé, dans l'éducation, dans la construction des infrastructures. Et du coup, je suis allé voir un de mes copains qui est comptable national, un copain français, pour lui dire, dans la comptabilité nationale, où est-ce qu'on met les dépenses militaires? Et on s'est rendu compte que jusqu'en 2014, les dépenses militaires étaient dans les consommations intermédiaires. Mais depuis 2014, ça devient des investissements. Okay. Donc là, ce qui se joue sur la question, en matière de questions sécuritaires, c'est évidemment l'intégrité des États, des personnes, des sociétés, mais aussi, finalement, peut-être une allocation vers le développement qui va être moindre que ce qu'on a connu sur les dernières années. Okay. Et donc, pour finir et donner la parole à Caroline, il y a une partie sur la zone de libre-échange continentale parce que c'est le dernier récit des dirigeants africains à l'heure actuelle. Okay. Et là, moi, je dis simplement attention. Le marché africain, on l'a potentiellement. 2 milliards, nous serons 2 milliards en 2050. Mais qui va alimenter ce marché? Okay. Il faudrait que le tracteur de ce marché puisse être l'offre africaine, la production. Puisque c'est dans cette production et dans la transformation qu'on pourra créer de la valeur ajoutée,
qu'on pourra créer des emplois, qu'on pourra créer des revenus qui seront la demande qui va permettre d'acheter cette offre. Et donc, dans le discours actuel des dirigeants africains, je vois beaucoup de choses qui ressemblent à ce que fait l'Union européenne, mais je vois moins de choses relatives à l'impératif de production et de transformation des matières premières. Et donc, je crois que si on est d'accord sur ce constat, toutes les discussions autour de l'intégration régionale, du rôle des frontières, trouveront leur plein épanouissement. Donc, Caroline, je t'ai pris tout ton temps. Désolée. Alors, ça fonctionne ? J'ai l'habitude que tu me prennes tout mon temps, ou beaucoup de mon temps. Alors, il est évident... Comme on dit en Afrique, on ne court pas après le temps, c'est le temps qui court derrière nous. Donc, je ne vais pas revenir sur cette question des frontières tout de suite. La bienséance veut que je commence par remercier Alexandre Minet pour son dynamisme et son initiative qui ont conduit donc à la création de l'Observatoire de l'Afrique subsaharienne. Et j'avoue que je mesure ce défi en moi-même rejoint l'IRIS depuis peu et était en charge de la création d'un programme dédié à l'Afrique. Je remercie également Kako Nubukpo, avec lequel je collabore depuis déjà de nombreuses années, de m'avoir associé. Non, ne me vieillis pas. De m'avoir associé à son travail. Alors, il m'a été expressément recommandé de ne pas déflorer l'ouvrage de Kako Nubukpo, mais de vous donner le goût de l'acheter, de le lire. Donc, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels, finalement, je vais rester assez évasive pour vous laisser tout le loisir, évidemment, de le découvrir dans son ouvrage « L'urgence africaine ». Alors, évidemment, je suis intervenue ponctuellement sur 2 chapitres, le premier qui est celui de l'intégration régionale et le deuxième, histoire de me créer des amitiés sur les relations entre la France et l'Afrique. Alors, concernant la question de l'intégration régionale, voire son passage à l'échelle continentale via la ZLEC, la ZLECA, la ZLECAf, on ne sait pas trop encore quel acronyme sera retenu. On sent que le sujet est plus que jamais d'actualité. Dans l'ouvrage de Kako, nous, on s'est plutôt intéressé, parce que ce sont aussi les sujets sur lesquels nous travaillons, au cas de la CEDEAO. Et nous avons souhaité, comme Kako vient de le rappeler, questionner et mettre en interaction les concepts de frontières, de territoire et de territorialité en proposant un renouvellement des catégories d'analyse. Alors, je sais que certains pourront, en prendre ombrage, à savoir, dans la mesure où on remet en question une certaine doxa dominante sur ces sujets. Par la suite, on observe donc au sein de cette CEDEAO que le principe de libre circulation des biens et des personnes a été adopté, mais que sa mise en pratique, en fait, tarde à être effective sur le terrain. En témoigne le harcèlement, le harassement des populations au niveau des postes frontières. Même si, en fait, certains hauts fonctionnaires le nient, c'est une réalité que j'ai pu observer sur le terrain quand j'étais jeune doctorante, et dont rend bien compte le film que vous avez sans doute vu, Frontières d'Apolline Traoré, sorti en 2018. Pour penser cette intégration, qui finalement est absolument pas débattue de manière paradoxale lors des campagnes électorales, c'est un sujet qui a absolument pas été traité lors de l'élection présidentielle au Mali ou même au Sénégal. On a vraiment l'impression, et ce qui corrobore ce que vient d'affirmer Kako, qu'il y a 2 vies parallèles, celle des chefs d'État et de gouvernement et celle des populations. Et donc, du coup, effectivement, ces questions sont traitées à un plus haut niveau sans avoir aucune incidence pratique dans la vie quotidienne des populations qui voient ça de loin comme une espèce de machin.
Voilà, ces constats posés, nous, on s'est intéressé à quel modèle pertinent d'intégration, fédération, confédération, union. Pour l'instant, on ne voit pas vraiment comment les choses se dessinent, à quel niveau d'échelle, celui des CER, donc les communautés économiques régionales pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme, ou au niveau continental, tel que le campe le débat sur la ZLEC. Dans les différents cas, comment gérer les frontières? Ça, c'est un sujet qui s'est assez rarement posé. Comment gérer les espaces frontaliers? C'est un sujet qui commence justement à s'imposer dans les débats au regard justement des réseaux terroristes. La libre circulation des biens plus que celle des personnes, parce que bon, quand même, les gens arrivent à avoir des facilités. Est-ce que cette circulation des biens est possible, considérant les asymétries fiscales, qui sont des rentes de situation pour des catégories de grands commerçants, ou tout simplement pour des populations précaires, frontalières, qui sont inscrites dans des logiques d'économie de survie? Quid encore de la situation de certains pays, dont l'assiette budgétaire dépend des recettes fiscales? L'intégration est évidemment un processus en cours d'élaboration et on voit bien les difficultés aussi auxquelles nous-mêmes dans l'Union européenne sommes confrontés, mais certains diagnostics doivent être posés pour mieux préparer le changement de modèle de croissance que propose Kakonou Bokpo. Toujours dans cette séquence, nous avons également pu observer que les limites des CER, donc des communautés économiques régionales, et en l'espèce celles de la CEDEAO, sont en train de bouger. Donc aussi, on va pouvoir essayer d'interroger ces CER à géographie potentiellement variable. Comme vous le savez, la CEDEAO a candidaté pour être membre de la CEDEAO, et on a observé un récent rapprochement entre cette CER et le G5 Sahel lors d'un sommet à Ouagadougou. Donc sans transition aucune, puisque je dois passer de l'intégration régionale à finalement au traitement des questions des relations entre la France et l'Afrique. Alors bon, on risque d'être un petit peu polémique et en revenant quand même sur le décès de Jacques Chirac, qui est présenté comme l'ami de l'Afrique et dont nous connaissons bien évidemment des relations de proximité avec nombre de présidents, dont Abdou Diouf. Et si aujourd'hui, qui plus est, dans ce temps de commémoration, il n'est pas le temps de faire son bilan, enfin tout le moins pas ce soir, on peut quand même souligner son ambivalence à témoin sa proposition de loi sur les effets positifs de la colonisation, donc proposée en 2005, qui n'a pas été adoptée. Et là encore, puisque l'objectif est de lire l'ouvrage de Kakonou Bokpo, je pense que j'aurai 50% des bénéfices au sortir, 75. au sortir des dédicaces. Nous avons interrogé ces relations d'ambivalence entre la France et l'Afrique à partir de cas plus contemporains. Et en interrogeant cette ambivalence tant de la part des chefs d'État africains que du président Emmanuel Macron, tout en considérant que, bien évidemment, ils sont dans des logiques parfois contradictoires, contraints par des enjeux de politique intérieure et par des enjeux plus généraux de géopolitique, mais qui créent quand même des situations de dissonance. Dans ce chapitre consacré à la relation France-Afrique, je pense ne pas trop m'avancer, ne pas trop déflorer. Nous avons montré comment Emmanuel Macron, tout en énonçant qu'il n'y avait plus de politique française en Afrique, après 2 heures bien évidemment de discours, a proposé de changer les règles du jeu sans toutefois véritablement l'énoncer, tout étant dans l'euphémisation, en souhaitant rompre avec l'ingérence politique. En tout cas, c'est ce qu'il a affirmé lors de ce fameux discours de Ouagadougou en novembre 2017, et a décidé d'investir le champ économique, qui est plus propice, et surtout parce que les investisseurs français poussent un peu dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Il a également décidé d'investir ce que l'on appelle le soft power, à savoir la culture et l'éducation. Il a fait un certain nombre de propositions intéressantes et bien évidemment, nous attendons avec
impatience le lancement de la saison des cultures africaines, Africa 2020, où on espère que justement cela participera à changer les représentations sur le continent africain. Nous montrons également dans ce même chapitre un certain nombre de ces contradictions qui n'auront échappé à personne, comme l'augmentation des frais de scolarité à l'adresse des étudiants non européens, comprendre donc africains, tout en vantant les mérites de la francophonie dont il a souhaité prendre le leadership. Sur la question du franc CFA, qui est très cher à Kako, et je suis sûre qu'il ne manquera pas de questions sur ce sujet, nous interrogeons également sa méthode, qui n'a pas toujours été courtoise, il faut l'avouer, et qui consiste à dire, après tout, c'est une question qui regarde les chefs d'État africains, comme si la France n'avait pas été, et n'était toujours plus un acteur de ce système. Voilà, de ces différentes prises de position, ressort une impression générale de tâtonnement, de diplomatie du funambule. Voilà, et on a plutôt du mal à voir une stratégie cohérente se dessiner. Au terme donc de cette présentation, la seule critique n'étant pas constructive, et puisque nous avons un intérêt commun à réussir ensemble, à co-construire le futur sans obérer le passé, nous avons, avec Kako, avancé un certain nombre de propositions à débattre que vous retrouverez dans l'ouvrage « L'urgence africaine ». Donc, tu as vu, j'insiste. Donc, j'espère vous avoir donné le goût de l'acheter et bien évidemment de le lire. Je vous remercie. Merci. Alors ouais, avant de passer la parole à ça, j'ai profité d'être là pour poser la première question. J'en profitais. Déjà signaler que, enfin, de toute façon, tu n'avais pas le temps, mais que ton livre est une critique fort légitime et nécessaire, impérieuse du néolibéralisme. Enfin, par les temps qui courent, c'est nécessaire de le rappeler, d'avoir une réflexion là-dessus et donc de combattre son hégémonie culturelle, pour reprendre Gramsci. Et en parlant de Gramsci, justement, tu parles de Marx dans l'ouvrage. Alors, première question qui serait un peu un clin d'œil, mais pas tellement un clin d'œil et pas... Serais-tu néo-marxiste? Mais sous forme d'humour, mais il y a du fond. Enfin, ouais. J'aurais bien aimé être prévenu quand même. Comment? J'aurais bien aimé être prévenu. Et la seconde question, c'est par rapport aux défis démographiques, écologiques, etc., des inégalités. Quand tu parles de changer d'urgence le modèle de croissance, s'il n'y a pas ce changement ou s'il est trop long, quelles seraient les conséquences à court et moyen terme? Merci Alexandre. Je m'associe à Caroline pour te remercier. Et remercier la Fondation Jean Jaurès qui m'a fait l'honneur de me demander de coordonner l'Observatoire d'Afrique subsaharienne. Donc nous avons un programme très riche pour les prochains mois. Pour répondre à tes deux questions, mais comme la chouette de Minerve, hein, qui prend son envol au crépuscule. Okay. En fait, ce qu'on observe, c'est une tripartition finalement temporelle en termes de process de développement. On est passé d'une vision volontariste du développement, donc les 20 premières années post-indépendance, okay, parce qu'il fallait construire les infrastructures des États-nations, matérielles et immatérielles, okay, au bout desquelles on a eu un surendettement chronique avec des raisons endogènes et exogènes. Les raisons endogènes, c'était la mauvaise gouvernance illustrée par les éléphants blancs, donc ces fameux investissements improductifs. Et puis des raisons exogènes, c'est le plan Volcker aux États-Unis en 79 qui a fait suite aux deux chocs pétroliers de 73 et 79 qui ont fait que les taux d'intérêt sont passés brutalement à 2 chiffres alors qu'ils étaient inférieurs à 5% au moment où les États s'étaient endettés au début des années 60. Il a fallu rembourser à des taux de 15-16% parce que c'était des endettements à taux variable. Et du coup, suivant le Mexique qui en 82 s'est déclaré totalement en faillite, les États africains se sont retrouvés également en faillite.
d'où l'arrivée du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Ce que j'essaie de montrer dans l'ouvrage, je ne sais pas si j'y suis parvenu, c'est qu'il y a deux dimensions dans l'ajustement structurel. Une dimension, à mon avis, qui ne devrait pas créer de polémique, c'est-à-dire l'impératif de bonne gouvernance, parce que personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gouvernance. Mais une seconde dimension qui me paraît plus problématique, c'est-à-dire la plongée sans filet de sécurité dans la mondialisation néolibérale. Donc tout ce qui était vague de privatisation, de libéralisation, que Stiglitz déconstruit très bien en 2002 dans son ouvrage La Grande Désillusion, okay, et qui était beaucoup plus problématique pour des États qui n'avaient pas encore des institutions fortes et donc même des institutions capables d'encadrer le marché. Donc il y a eu tout le débat ensuite autour du caractère universel ou non du type de développement occidental et la capacité des institutions de Bretton Woods à impulser une vraie dynamique de transformation structurelle en Afrique. Donc ce débat, il a pris fin, à mon avis, mais je peux me tromper, au moment de la crise des subprimes en septembre 2008, quand les pays occidentaux ont dû faire appel à leurs États respectifs pour sauver le système financier international. C'est-à-dire qu'on a ramené l'État finalement au cœur du jeu. Et me semble-t-il, on avait déjà des prémices avec la crise asiatique de la fin des années 90, qui avait mis en difficulté le FMI, parce que le FMI avait l'habitude de gérer des crises macroéconomiques, donc plutôt latino-américaines et africaines, mais n'avait pas l'habitude de gérer des crises micro ou mésoéconomiques, comme la crise asiatique, où on avait finalement des problèmes de collusion entre le système bancaire et les gouvernants politiques. Bon. Donc, je crois qu'il y avait déjà une sorte d'affaiblissement du consensus de Washington à la fin des années 90, suite aux difficultés du Fonds monétaire à gérer la crise asiatique. Et donc, la crise des subprimes est venue finalement parachever le retour de Keynes, mais un retour de Keynes non plus dans une optique de substitution marché-État, mais de complémentarité marché-État. Et je crois que là, on a basculé dans le troisième temps. Donc, le premier temps, c'est le temps du volontarisme. Le deuxième temps, c'est le temps dit de la gestion. Et le troisième temps, c'est le temps dit du pragmatisme, où finalement, on reconnaît une diversité de trajectoires de développement. D'autant plus que les pays asiatiques ne semblent pas avoir suivi le même déroulé historique que les pays occidentaux. Il y a un très bel article de Nicolas Mézel et de Jacques Aoudia dans les notes de recherche de l'Agence française de développement qui compare finalement ce qu'ils ont appelé le monopole focal de gouvernance, qui serait le mode de développement des émergents, avec la régulation concurrentielle, qui serait le mode de développement occidental. Et donc, il y avait tout un programme de recherche piloté par l'AFD, auquel j'ai participé dans les années 2007-2008, qui essayait de comparer tous les modèles de croissance et d'émergence avec une grande base de données que nous avions beaucoup alimentée à l'université de Maastricht aux Pays-Bas. Okay. Et donc, pour ne pas être trop long et répondre à ta question, donc, je suis moins néo-marxiste que partisan de ce qu'on pourrait qualifier de la trajectoire de l'école historique allemande. C'est-à-dire que, vous savez qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu un grand débat qu'on appelait la querelle des méthodes, qui a opposé l'école néoclassique, notamment Karl Menger, et l'école historique allemande, avec notamment la deuxième école historique allemande, celle de Gustav Schmoller. Et donc, pour savoir quelle était la bonne méthode en sciences économiques. Et donc, les néoclassiques disaient, c'était la méthode hypothético-déductive. Okay. On part de postulats, on construit des modèles et on teste la validité des modèles. Okay. Et l'école historique allemande, donc avec des gens comme Friedrich List, ensuite
Gustav Schmoller, Max Weber, qui est vraiment dans la dernière partie de l'école historique allemande, vont dire non, il faut aller sur le terrain. La vérité vient du terrain, donc il faut construire des heuristiques à partir des faits stylisés. Et donc, les modèles n'ont aucune validité ex ante, ils ne peuvent avoir de validité qu'ex post. Et comme ce sont les néoclassiques qui ont gagné cette guerre, vous allez voir que cette tradition de l'école historique allemande va migrer au début du XXe siècle aux États-Unis pour renforcer l'école institutionnaliste américaine. Des gens comme Commons, Veblen et Mitchell. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi c'est Wesley Clair Mitchell qui va créer le NBER aux États-Unis, le National Bureau of Economic Research, donc qui va récupérer énormément de données statistiques et qui va dire, nous on veut pas faire de théorie, on veut la vérité du terrain. Et donc c'est ce qu'on va appeler en épistémologie le mythe de l'induction. Okay. Donc je suis plus dans cette approche qui consiste à collecter des faits stylisés et essayer d'en faire, d'en inférer une heuristique, donc un ensemble de connaissances, beaucoup plus que de partir de dogmes comme le consensus de Washington, qui sont, à mon avis, des recettes prêtes à penser pour toutes les économies, sans distinction de contexte, de géographie, d'histoire, d'institution. Donc c'est vraiment en tout cas, de cette manière que je peux définir mon approche. Maintenant, pourquoi il y a un problème au niveau de la transformation structurelle des économies africaines? C'est ta deuxième question. C'est parce que nous observons sur 50 ans ce que l'économiste turc de Harvard, Dani Rodrik, appelle des transformations structurelles inversées, dû à une désindustrialisation précoce du fait de l'ajustement structurel. C'est-à-dire que, et là, la Fondation Jean Jaurès, j'ai produit une note il y a quelques mois sur la transformation structurelle du Maroc. Et il y a quelques semaines, j'ai fini une note, mais maintenant qui prend toute l'Afrique. Je ne l'ai pas encore publiée, mais je vais bientôt la publier, où j'essaie de montrer que sur les 50 dernières années, ce qui s'est passé en Afrique, c'est que les emplois ont migré du secteur primaire, donc l'agriculture, le rural, directement vers les services, vers le tertiaire. Donc, les emplois ont sauté l'étape du secteur secondaire, qui est le secteur industriel. Okay. Et du coup, cette transformation structurelle n'engendre pas ce qu'on attend d'une transformation structurelle, c'est-à-dire deux choses dans la littérature, la hausse de la productivité des facteurs, d'un côté, et le déplacement des contributions sectorielles du primaire vers le tertiaire, en passant par le secondaire. Et donc, comme c'est dans le secondaire que vous avez la création de valeur et la création d'emplois pérennes, ce qui se passe en Afrique, que certains appellent émergence, me semble fragile, parce qu'on n'est pas sûr d'être capable de piloter une industrialisation par les services. Et c'est pour ça que je pense que cette discussion autour des modèles de croissance est quand même intéressante et peut avoir un intérêt à tout le moins prospectif. Voilà. Merci Kako. Je vous propose de prendre 3 questions. Bonsoir à tous. D'abord, mon nom est Las. Je me fais le relais de la section togolaise de la Ligue panafricaine Umoja pour transmettre leurs salutations depuis le Togo. Merci. Alors, ma question ici va porter sur la confiance qu'on a du mal à faire à l'Afrique, parce que on analyse toujours l'Afrique sur le temps court, mais jamais sur le temps long. L'Afrique a des millénaires de civilisation. Mais je ne vois pas nos penseurs s'y référer pour y trouver les modèles qui pourraient lui permettre de réinventer l'Afrique. Donc la question porte sur les références à l'Afrique ancienne. Merci. En effet, si vous pouvez vous présenter rapidement avant de poser la question. Marie, s'il te plaît. Oui, Jean-François Bachet, retraité, ancien ingénieur au ministère de l'Agriculture français.
J'ai une question sur le projet de monnaie commune au niveau de la CEDEAO qui devrait s'appeler l'ECO. La mise en place d'une monnaie commune, on l'a vu avec l'euro, et son maintien, c'est pas un long fleuve tranquille. Or, il y a un élément, moi, qui me semble être un élément plutôt négatif pour la mise en place de cette monnaie, c'est le déséquilibre important entre les États. Il y a un poids lourd qui est le Nigeria, 200 millions d'habitants, et les 14 autres pays, 185 millions d'habitants. Le deuxième, c'est le Ghana, 30 millions, donc c'est un septième. Et je pense que si l'Union européenne a été quand même une certaine réussite, c'est qu'au départ, on n'avait pas un poids lourd. On avait 3 États au moins, Italie, République fédérale allemande et France, qui est à peu près de même poids. On a l'exemple du Mercosur, où on a un poids lourd, le Brésil, qui domine largement les autres, et le Mercosur, on peut dire que c'est plutôt une coquille vide. Donc je voudrais avoir votre avis sur ce point-là. Et juste une petite observation sur l'intervention du FMI. Il a peut-être changé en parole, mais quand on voit son dernière intervention en Argentine, je ne sais pas s'il a vraiment beaucoup changé. Merci. On va faire un coup là. Gérard. Gérard Fuchs. Bon, je ne raconte pas mon histoire, ce serait trop long. J'ai travaillé pour la Fondation Jean Jaurès et je continue avec un petit peu moins de temps disponible. Bon, je voudrais questionner nos deux invités sur un acteur africain dont on n'a pas encore parlé et que je trouve pourtant de plus en plus envahissant. Je veux parler de la Chine. Alors, géographiquement, on voit à peu près ces percées en partant de Djibouti, l'Éthiopie. J'ai découvert le Ghana il n'y a pas tellement longtemps. Et puis, j'ai eu la surprise simplement du Burkina, où on rentre vraiment dans une zone que la France a l'habitude de considérer, vous me pardonnerez l'expression historique, de son précaré. Bon, alors, la Chine vient pourquoi ? Elle vient pour chercher des matières premières, tout le monde le sait, et en soi, c'est pas gênant. Après tout, pourquoi pas vendre à elle plus ou moins qu'à d'autres. Elle vient aussi pour se procurer des produits alimentaires, et là, c'est quelque chose qui n'est pas très connu encore, et j'aimerais bien avoir votre estimation sur ce point, car ça peut être positif, mais je crains que ce ne soit plutôt des produits d'exportation pour nourrir sa population que des productions liées à l'objectif d'une amélioration de la situation alimentaire, liées, comme vous l'avez rappelé, bien sûr, à la démographie. Bon, on sait que la Chine prête facilement, mais on sait qu'elle compte ses sous et que quand elle considère que le moment est venu, eh bien, entre nous, je dirais qu'elle fait un peu de chantage sur les dirigeants des pays concernés et évidemment à son bénéfice. Bon, je ne veux pas être plus long. Vous êtes bien placé, mais mieux que moi pour connaître tout ce que je viens de dire. Mais ma question finalement, c'est y a-t-il une conscience africaine de cette progression? J'imagine que oui. Mais y a-t-il le besoin d'une réaction commune? Parce qu'on va rentrer, je pense, quand même dans des moments ou des zones où la question se posera. Et j'avoue que je suis assez ignorant de la position des principaux leaders africains actuels sur cette émergence chinoise sur leur territoire. Très intéressant, oui. Bonsoir, je suis Madina, une passionnée de mon continent. Je ne sais pas si je peux me référer à une phrase de votre livre pour poser ma question. Au niveau de l'introduction, vous avez dit « Aujourd'hui, je ne pense pas que ce qui permet à un pays de se développer, ce sont les matières premières, les richesses naturelles, ni même simplement les forces productives. Je crois au contraire que la clé du développement réside dans la capacité à mobiliser les populations autour d'un projet collectif, autour d'une vision. » Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « Tout est dit ». Et là, ma question, c'est est-ce que, vu les modèles proposés, vu tout ce qui se passe, vu comment ça se passe dans d'autres pays, est-ce que les modèles s'adaptent au mindset africain, à la façon de procéder, à la façon de gérer? Je vais en venir à la démocratie qu'on nous a vendue. Est-ce que c'est une gestion qui s'adapte
vraiment à nos pays, à notre continent, parce qu'on n'a pas l'habitude de connaître ça. Je prends l'exemple du Burkina Faso, qui est mon pays, où on avait des royaumes. Et quand il y a eu la crise avec Blaise Compaoré, c'était le chef, le Moro Naba, qui a réussi à ramener le calme. Et à chaque fois qu'on parle du Burkina Faso, on revient à Thomas Sankara. Et quand mes parents me parlent de Thomas Sankara, c'est quelqu'un qui n'avait pas, c'est pas qu'on mangeait des pâtes, mais si on a produit beaucoup d'haricots verts, tout le monde mange de l'haricot vert. Est-ce que on ne doit pas revenir déjà à ce que nous avons l'habitude de vivre, à la façon de gouverner qu'on avait avant, comme le monsieur disait, puiser dans notre culture, dans le passé, pour déjà fédérer autour de la vision, mettre tout le monde d'accord, avant de parler de programmes de développement, d'autres choses. Est-ce que c'est pas le départ déjà de ça? Merci. Puisque Kako, tu me presses de répondre sur la question de... Il y aura d'autres tours, hein, ne vous en faites pas. C'est juste jusqu'à épuisement des participants. On finira avant. De l'Afrique en soutienne, de son histoire dans la longue durée. Je ne sais pas si les chefs d'État en ont connaissance, puisque je ne prends pas langue directement avec eux. En revanche, on observe qu'il y a quand même des think tanks, des départements d'histoire de très très grande qualité. Je vous invite à voir la leçon inaugurale qui a été proclamée par le professeur Ibrahim Atioub, donc recteur de l'université Cheikh Anta Diop, il y a 2 jours à Dakar. Il y a effectivement des think tanks auxquels je pense, comme celui de Wati, et qui reviennent en fait sur ces problématiques. Voilà. Après, les interactions, les lobbying auprès des gouvernements, ça en revanche, je n'en ai pas la moindre idée. Si votre question revient à poser, à savoir si les Français connaissent ou ont conscience de cette histoire africaine, alors là, je vous dirais très clairement non. Et je crois que c'est une des propositions qu'on a faites avec Kako, c'est justement d'introduire l'histoire africaine dans les manuels scolaires. Alors c'est une proposition qui avait déjà été faite, qui avait soulevé de nombreux débats par des esprits chagrins en disant oh là là, les Français ne vont pas apprendre l'histoire de Napoléon & co, mais qui reste nécessaire pour que les Français, ceux d'origine africaine, puissent être fiers de leur histoire et pas toujours enfermés dans des postures de victimes, et puis pour faire consensus au sein de notre société. Voilà. Merci. Pour la première question de mon compatriote togolais, hein, c'est ça. Ou en tout cas africain, moi je participe beaucoup à Lomé aux activités du groupe SEMA, qui a des liens très forts avec Umoja, okay, avec Elam Vince. Okay. Et une fois par mois, le dimanche après-midi, on se retrouve dans le cadre d'une activité qui s'appelle Feuilles et papier, où on présente une plante et puis on présente une problématique. Et donc, moi, j'ai eu la chance de présenter mon ouvrage de 2011 autour du coton, il y a quelques mois, et il y a quelques semaines, on s'est retrouvé autour de la restitution des œuvres d'art, okay, autour du rapport de Felwine Sarr et Bénédicte Savoie. Okay. Donc, effectivement, c'est quelque chose que j'aime bien faire parce que je n'ai pas toujours l'impression que la jeunesse africaine s'intéresse justement à l'histoire de l'Afrique. Okay. Moi, je suis doyen de faculté de sciences économiques et de gestion de l'Université de Lomé. On a 15 000 étudiants, mais nous n'atteignons pas 20 enseignants-chercheurs. Donc, on a un taux d'encadrement d'un enseignant ou moins d'un enseignant pour 500 étudiants.
Et c'est quand même des gens qui vont arriver sur le marché du travail dans les 4 prochaines années. Okay. Donc, avec quelle formation, quel suivi, quelle adéquation de la formation et l'emploi. Bon. Donc, quand vous vivez au quotidien avec nos étudiants qui sont quand même dans des conditions matérielles difficiles, très difficiles, vous ne pouvez pas ne pas être pris au cœur, au ventre, par l'avenir de cette jeunesse africaine. On se dit, qu'est-ce qu'elle va avoir comme emploi? Elle est connectée sur le reste du monde, elle voit l'opulence, en tout cas, qui sont montrées par les chaînes de télévision. Vous avez des centaines de chaînes de télévision. Vous avez des séries brésiliennes, occidentales, enfin bon. Donc, on voit une prospérité qui est magnifiée par ces chaînes de télévision et on se rend compte au quotidien qu'on ne peut pas avoir 3 repas par jour. Bon. Donc, il ne faut pas sous-estimer ce que ça induit en termes de ce qu'un chercheur de l'IRD avait appelé l'impatience des pauvres. Un ancien directeur de l'IRD avait nommé un de ses ouvrages « L'impatience des pauvres ». Okay. Et donc, on se dit, est-ce qu'il n'est pas normal finalement que des gens qui sont dans la recherche de survie quotidienne soient ignorants de leur histoire? Eh bien, on dit non, il faut qu'on fasse l'effort avec eux de repartir dans le temps long, d'échanger, de voir comment on peut s'organiser, comment on peut trouver des solutions endogènes, nouvelles, innovantes aux défis quotidiens. Okay. Il y a une dizaine d'années, quand on nous a demandé de passer au système LMD à l'université de Lomé, donc licence, master, doctorat, on s'est dit, mais comment on va faire avec si peu de profs, si peu de personnel administratif, si peu de bâtiments, mais avec autant d'étudiants? Bon, en 10 ans, on a quand même réussi. On a un système qui tourne, qui est peut-être pas optimal, parce qu'effectivement, le LMD, pourquoi ça a été créé? Et parce qu'aux États-Unis, les étudiants peuvent travailler pour financer leurs études. Donc, s'ils travaillent au premier semestre, ils peuvent prendre des cours au second semestre. Mais en Afrique, même ceux qui ne sont plus étudiants n'accèdent pas au marché du travail. Bon, encore moins les étudiants. Donc, ils pourraient travailler toute l'année, suivre les cours. Donc, les obliger à faire un système LMD, ça n'a juste pas de sens dans de tels environnements. Mais, comme c'est la norme internationale, pour ne pas pénaliser ces étudiants qui veulent intégrer ensuite le système international après leur licence, il fallait quand même rentrer dans le jeu international. Bon, on y est arrivé, peut-être pas très bien en adaptant les choses, mais bon. Donc, moi je crois qu'il y a en Afrique, et moi c'est ce qui me rend vraiment optimiste, une formidable capacité d'innovation. Après, ce que je dis dans l'ouvrage, c'est que le passage à l'échelle ne se fait pas toujours facilement. C'est-à-dire la capacité à rendre plus marquant, à une échelle plus importante, des innovations dites frugales observées dans telle collectivité locale, dans telle collectivité territoriale, dans tel secteur d'activité. Donc là, il y a un vrai enjeu, mais l'espoir est permis. Pour la deuxième question, sur l'éco, ce que vous dites est tout à fait fondé. Moi, je pense comme vous qu'il y a un vrai défi en termes de construction de l'intégration économique et monétaire. Et par rapport à l'éco, je crois que ce qui se joue politiquement, donc dans cette monnaie CEDEAO qu'on annonce, c'est le passage du leadership de Paris à Abuja. C'est ce qui se joue au fond. Okay. La zone franc, moi je l'ai toujours dit, a son point focal à Paris. Okay. D'ailleurs, dans 2 semaines, on aura le Conseil des ministres des Finances de la zone franc, où vous aurez 14 ministres des Finances africains qui vont, comme chaque année, début octobre, faire le pèlerinage à Bercy
pour rencontrer Bruno Le Maire. Okay. Et ensuite, il continue à Washington pour les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Bon, c'est ce que j'appelle la route de la servitude volontaire. Okay. Bon, donc, ils vont reprendre cette route bientôt. Okay. Mais ce qui se joue avec l'ECO, c'est qu'ils vont peut-être être obligés d'aller plutôt au Nigeria, à Abuja, dans les prochaines années. Ils vont plus venir à Bercy, donc il y aura moins de possibilités de faire des courses au printemps. Mais il faudra trouver des hypermarchés à Abuja pour que nos ministres puissent faire les courses pour leur famille. Donc, plus sérieusement, ce qui me paraît fondamental, c'est quelle vision on a de la monnaie et de l'intégration monétaire. Et là, il y a deux thèses qui s'affrontent. Il y a la thèse de Robert Mundell autour des zones monétaires optimales, qui dit finalement il faut que tous les mécanismes d'ajustement en dehors du taux de change puissent fonctionner. Donc, flexibilité des prix et des salaires, mobilité parfaite des facteurs, capital et travail, développement des marchés financiers et mise en place d'une solidarité budgétaire qu'on peut qualifier de fédéralisme budgétaire, pour faire face aux chocs dits asymétriques. Donc, les chocs qui ne touchent pas tous les pays en même temps, mais qui touchent un ou deux pays. Okay. Donc, pour Mundell, et vous le savez, tant qu'on n'a pas ces critères réunis, c'est difficile d'avoir une optimalité liée au partage d'une même monnaie. Si on s'en tient à ça, moi je pense que l'ECO aura besoin de temps pour devenir une monnaie d'une zone monétaire optimale que serait la zone CEDEAO. Et en revanche, vous avez ce qu'on appelle la théorie de l'endogénéité des critères d'optimalité. Donc, ce sont les travaux de Frankel, Frankel et Rose, qui disent que la création d'une monnaie engendre les phénomènes de convergence et de synchronisation des cycles économiques. Et donc, de ce point de vue, on peut dire que la création de l'ECO peut receler les possibilités d'endogénéisation, de synchronisation, de convergence, pour qu'à terme, la zone CEDEAO puisse devenir un espace optimal. C'est le débat qu'on a avec le FMI. Vous savez, il y a une quinzaine d'années, il y a eu le rapport de Paul Masson et Catherine Patillot du FMI pour dire ne faites pas la monnaie unique en Afrique de l'Ouest parce que le Nigeria est exportateur net de pétrole alors que les autres économies sont importatrices nettes de pétrole. Donc, vous n'êtes jamais dans la même phase du cycle économique que le Nigeria, vous les pays francophones, qui êtes des importateurs nets de pétrole. Okay. Et il y a eu la réponse d'Ousmane Ouedraogo, ancien ministre des Finances du Burkina, ancien vice-gouverneur de la BCEAO. C'est un ouvrage que je vous conseille. Une monnaie unique pour l'Afrique de l'Ouest, point d'interrogation, le dossier économique. C'est paru chez Cartala, il y a une vingtaine d'années. Okay. Qui répondait finalement au FMI et qui disait non, c'est parce que justement nous ne sommes pas dans la même phase du cycle que nous sommes sûrs d'avoir suffisamment de réserves de change pour donner de la crédibilité à une monnaie CEDEAO. Parce que quand ça ira bien au Nigeria, il y aura une accumulation de réserves, ce qui sera l'inverse chez nous et vice-versa. Okay. Donc c'est un vieux débat. Peut-être que c'est maintenant que ça arrive dans les médias, mais moi j'ai travaillé au siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest en 2000 et 2003, donc il y a déjà quasiment 20 ans, nous avions déjà ce débat. Et c'est ce qui avait conduit à créer la seconde zone monétaire en Afrique de l'Ouest, qu'on appelait la ZMAO. Okay? Parce que l'ECO, au départ, c'était la monnaie des pays non francophones de la CEDEAO. Okay? C'était ça, le schéma des chefs d'État. Parce que ça a commencé en 1983, cette affaire. Okay? C'était la monnaie des pays non CFA. Et cette monnaie devait fusionner avec le CFA. Mais comme cette monnaie n'a jamais vu le jour, et qu'il y avait une succession de reports, il y avait un problème de crédibilité
des chefs d'État qui les a conduits à dire, au fond, ne traitons pas le CFA différemment des 7 autres monnaies de la CEDEAO. Donc, fusionnons les 8 monnaies pour faire la nouvelle monnaie et on garde l'acronyme ECO, qui renvoie à ECOWAS, en fait. CEDEAO en anglais. Okay. Bon. Donc, on en est là. Mais ce que vous dites est fondamental. Okay. Après, la question, c'est est-ce que les chefs d'État francophones d'Afrique de l'Ouest vont accepter le leadership du Nigeria, parce que le Nigeria, c'est 3/4 du PIB de la CEDEAO et c'est 52% de la population. Okay. Il n'y a pas... Voilà. Et quand on a des réunions à la CEDEAO, les Nigérians ont beau jeu de nous rappeler qu'il n'y a que 2 États dans la CEDEAO, comme ils disent, le Nigeria et la France. Voilà. Quand vous allez à une réunion de la CEDEAO, les Nigérians, ils vous disent systématiquement, nous savons qu'il n'y a que 2 États dans la CEDEAO, c'est le Nigeria et la France. Okay. Bon, donc, mais c'est passionnant. Moi, j'ai passé 15 ans à me battre contre le CFA parce que je me disais, c'est frustrant d'empêcher une génération de réfléchir à la monnaie, indépendamment des avantages ou inconvénients du CFA. Okay. Mais le fait de ne pas participer au débat sur la construction monétaire, je trouvais ça frustrant pour une génération. Et donc, on ne peut pas se plaindre qu'enfin les chefs d'État aient ouvert ce que certains pourraient qualifier de boîte de Pandore. Ça veut dire que nous sommes tous conviés à participer à ce débat pour qu'il y ait en tout cas une participation plus grande, quoi. Bon, les 2 dernières questions étaient très proches. Je crois que l'idée, c'est que l'Afrique trouve sa voie. C'est-à-dire que le modèle chinois n'est pas le modèle du consensus de Washington, mais ce qui est quand même pérenne, c'est qu'on ne voit pas ce que l'Afrique veut. Au moment de l'ajustement structurel, nos chefs d'État ont endossé le discours du consensus de Washington, oubliant que le consensus de Washington, c'était d'abord une pratique gestionnaire et pas un modèle de société. Donc, nos chefs d'État ont pensé qu'ils pouvaient faire l'économie d'une réflexion sur le modèle de société qu'ils voulaient pour l'Afrique. La période actuelle les oblige à faire cet effort parce que l'Asie montre sa façon de se développer. L'Occident vit ses crises, ce qu'on appelle la grande modération. Okay. Et l'Afrique a ce paradoxe d'avoir finalement les plus grandes réserves de terre, d'avoir une jeunesse qui est là, mais qui n'est pas au travail, d'avoir des sorties massives de capitaux, et de ne pas nous dire ce qu'elle veut faire, cette Afrique. C'est ce que j'appelle la superposition des discours. Quand j'écoute les leaders africains, leur discours macroéconomique est très consensus de Washington. C'est-à-dire qu'on va assainir les finances publiques et on va avoir une politique monétaire qui va stabiliser les prix. Mais les mêmes dirigeants, leur discours mésoéconomique, donc le discours sectoriel, est du coup très volontariste. On va faire comme les Chinois. On va transformer les matières premières sur place et on va créer des emplois. Sauf que le discours macroéconomique, consensus de Washington, OMC, c'est un discours libéral. Le discours sectoriel très Chine, c'est un discours néo-mercantiliste. Ça ne renvoie pas du tout au même paradigme. Dans le néo-mercantilisme, vous devez être protectionniste à l'import et très agressif à l'export. Okay. Dans le discours libéral, c'est le laisser-faire, laisser-passer. C'est vraiment le discours classique du XVIIIe siècle ou XIXe siècle. Okay. Et donc, quel est le degré de convergence ou de cohésion entre ces 2 discours? C'est un peu, si je reviens à l'actualité, la guerre entre Donald Trump et Xi Jinping. Okay? Où Donald Trump dit « Moi, je suis libéral ». Laissez faire, laissez passer, mais vous êtes néo-mercantiliste, vous vous protégez. Donc, je décide de devenir néo-mercantiliste. Au fond, c'est ça, la guerre entre Trump et Xi Jinping. Et on ne voit pas trop la position européenne dedans. Okay. Et donc,
le discours microéconomique des dirigeants africains, il est très onusien, c'est l'atteinte des ODD. Avant, c'était les OMD, okay, les 8 objectifs, les objectifs du millénaire pour le développement. Maintenant, ce sont les 17 objectifs, des objectifs du développement durable, autour des questions de travail décent, de santé minimale pour tous, d'éducation. Mais quel est finalement le lien entre ces 3 niveaux de discours? Quelle est la cohérence? Okay. Et c'est pour ça que je dis qu'on est pour l'instant pris dans la dictature des urgences, et donc on se contente de dire à nos interlocuteurs ce qu'ils veulent écouter. Quand c'est une mission du FMI qui vient chez vous, vous lui dites « je vais équilibrer mes finances publiques ». Et le FMI applaudit et repart. Okay. Après, le Chinois, il débarque. Vous lui dites « je vais faire exactement comme vous. Je vais me protéger. » Et avoir des industries qui vont petit à petit conquérir le reste du monde. Comme l'industrie de la chaussure en Éthiopie. Okay. Bon. Le Chinois, il s'en va également. Bon. Et après, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui vient, il dit, moi, je veux que vous respectiez les ODD à l'horizon 2030. Et là, vous lui dites, je vais construire plein d'écoles, plein d'hôpitaux et plein de routes. Et donc, vous voyez, ces 2 questions se ressemblent parce qu'au fond, on ne sent pas une capacité africaine d'exposer une vision cohérente de son modèle de développement. Et je crois que ça, c'est un travail que nous devons aider les dirigeants à faire. Et c'est pour ça, je pense qu'il nous faut plus de think tank. Caroline a parlé tout à l'heure de Wati, de Gilles Yabi, qui est un think tank. Je constate qu'il y a beaucoup de think tanks en Afrique anglophone. Il y en a moins en Afrique francophone. Mais nous avons besoin de ces boîtes à idées, ces boîtes à penser pour proposer des solutions de politique publique à nos décideurs. Donc, entre ce que nous faisons à l'université et ce que nos décideurs prennent comme décision, il y a un gap. Il faut que les think tanks comblent ce gap pour faire cet effort d'endogénéisation des solutions. Bon, je suis un peu bavard, hein, pardon. Oui. On va prendre les 4 dernières questions, parce que comme il est déjà 20h et que Kako doit partir à 21h. On y va. On avance. Déjà, on peut prendre 5. C'était super bon. Pardon. Bonsoir. C'était hyper bon. Oui, bonsoir. Donc, je m'appelle Diaz Touta, je suis étudiante en prépa HEC Saint-Louis. Donc, tout à l'heure, vous avez évoqué que le défi premier auquel l'Afrique faisait face, c'était du coup sa démographie. Et ma question, c'est quelle est la part des valeurs culturelles dans le changement de modèle de croissance que vous évoquez? Je veux dire, par exemple, la démographie, le fait d'avoir énormément d'enfants, c'est quelque chose qui est quand même énormément ancré dans les valeurs culturelles des pays africains. De même que les inégalités, à l'origine de ces inégalités, il y a parfois une hiérarchisation en fonction des ethnies, etc. Donc, comment est-ce que vous voulez, quel est votre point de vue dans le modèle de croissance que les pays africains pourraient adopter, en considérant que les valeurs culturelles sont un réel enjeu? Comment gérer la part des valeurs culturelles et la part de la culture africaine dans une croissance? Est-ce que c'est souhaitable de mettre de côté cette dimension culturelle, de même que la dimension religieuse qui aussi, elle aussi impacte beaucoup aussi sur les fonctionnements de certains pays, et aussi le lait colonial qui relègue les pays africains au début de la chaîne de valeur dans les processus économiques actuels. Comment est-ce que l'Afrique peut gérer justement le lourd legs colonial et historique qu'elle a pour pouvoir se faire une réelle place sur la scène internationale? Voilà. Merci. Deuxième question par ici. Je suis... Qui parle? Ah oui, ok. Oui. Votre nom, madame. J'ai pas noté le nom. Tal, madame Tal. D'accord. Ça, c'est Sénégal.
Alors, moi, c'est Joël Abediamé, chargé de projet à l'Université Paris-Est. J'aimerais poser une question par rapport à Médiamé. Ok, parfait. Merci. Pardon. Alors, par rapport à l'incohérence des discours que vous venez d'exposer, j'aimerais savoir si cette incohérence n'est pas due à une absence de contrat social, en fait, en Afrique. Parce que les gouvernements, à mon sens, quand ils sont mal élus, je pense qu'ils ne se reposent pas sur une légitimité qui leur permette ensuite de pouvoir défendre un programme lorsque le bon monsieur de la FMI se présente ou le chinois. Et donc, est-ce que le fond du problème, ce n'est pas plutôt une absence de contrat social? Ma deuxième question se rapporte au numérique. On voit en Afrique, il y a beaucoup, enfin, pas un envahissement, mais en tout cas, plus d'exposition de l'économie numérique. Et ma question est de savoir, dans les prochaines années, avec la démographie qui va augmenter, quelle place le numérique aura dans le développement de l'Afrique? Monsieur. Moi, c'est Jules Éclou, je suis consultant en marketing communication. Alors, moi, je tiens à vous remercier pour l'ouvrage qui, pour ma part, vient éveiller la conscience africaine et qui nous interpelle sur le développement futur de l'Afrique, développement ou non. Alors, j'ai 3 questions. La première a été déjà abordée par le confrère. Alors, c'est la question de la mauvaise gouvernance dans le cadre du changement de modèle de croissance, puisque l'Afrique actuellement est très mal gouvernée. La deuxième question, c'est le chapitre 8 de l'ouvrage, y a-t-il un économiste dans la salle? Et dans les tout premiers paragraphes fait allusion à votre départ précipité de l'OIF. Ma question est toute simple. Aujourd'hui, nous avons eu tout le temps de digérer cette situation. Donc, à la fois, quelle lecture faites-vous de cette institution par rapport à la situation que vous avez vécue et que nous tous nous avons vécue? Et la dernière question, c'est la jeunesse africaine. 2050, nous serons 2 milliards en Afrique, avec une proportion très importante de la jeunesse. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, il y a la jeunesse qui s'active beaucoup. Vous l'avez dit tout à l'heure, la jeunesse africaine n'a pas cette connaissance assez profonde des enjeux de l'Afrique. Alors, quel message avez-vous pour cette jeunesse dans cette urgence que nous prenons tous pour l'Afrique? Merci. Merci, on va passer de l'autre côté. Monsieur, allez-y. Bonsoir professeur, bonsoir aux membres du panel. Je suis Christopher Leson, donc je travaille dans un cabinet d'expertise. Moi, ma question concerne la dichotomie que vous avez énoncée entre justement le système de pensée des dirigeants et le système de pensée des peuples. Et donc, ça se positionne, donc ma question se positionne un peu plus en amont par rapport à toutes les questions qui ont été énoncées. Est-ce que on n'a pas un problème identitaire, véritablement identitaire? Parce que dans le contexte de la mondialisation, donc tantôt on dit les Africains se positionnent, je suis francophone, je suis hispanophone, je suis anglophone, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement commencer par définir un vrai paradigme qui nous concerne, nous les Africains, par rapport à tous les enjeux et à tous les débats qui se positionnent en ce moment sur les perspectives de développement de société, politique, économique? C'est ma question. La dernière. Bonsoir, Louis Caleb-Raymanda, laboratoire de management de la RECOA, IAE de Versailles 50 ans. Donc, moi j'ai une question. Louis Caleb-Raymanda. Louis Caleb-Raymanda. Voilà. Moi j'ai une question faite par rapport au chapitre 5 lié au grand marché africain, point d'interrogation. En fait, à aucun moment peut-être dans l'ouvrage, mais en fait, à aucun moment on ne fait mention de la contribution des entreprises, en l'occurrence des multinationales, dans le développement des marchés africains, parce que qu'on le veuille ou pas, les entreprises sont aussi des acteurs de l'échiquier effectivement économique de n'importe quelle région, que ce soit en Afrique, en Europe, etc. Donc, est-ce que cela veut dire que les multinationales présentes en Afrique aujourd'hui sont absentes dans le développement du marché africain, ou leur contribution n'est pas
importante. Voilà, c'était un peu ma question. Donc je vais répondre d'abord à monsieur sur la question des multinationales et leur rapport à l'intégration régionale. Alors, étant entendu que je suis historienne, j'ai pas mal fréquenté les rapports des économistes, et notamment des économistes onusiens. Il faut savoir que, en fait, globalement, tout le monde était défavorable à l'intégration régionale, sous prétexte que cela pourrait déstabiliser l'un ou l'autre territoire. Dans ce jeu, on pouvait compter aussi avec les lobbies commerçants, parce que les lobbies commerçants ont toujours eu intérêt à profiter de la symétrie fiscale que j'ai évoquée précédemment, ce qui leur permettait de maximiser les profits. Aujourd'hui, on est dans une nouvelle séquence, et je pense que les commerçants, bien évidemment, souhaitent s'affranchir de ces barrières douanières pour maximiser les profits. Voilà, on est donc dans une nouvelle séquence. Et bien évidemment, les multinationales auront tout intérêt à l'intégration régionale et sans doute, même si je n'ai pas été au cœur des négociations, ont-elles poussé en faveur de la création de la zone de libre-échange économique et continentale. Voilà. Après, alors je vais revenir assez rapidement parce que je voudrais que Kako puisse avoir tout le loisir de répondre et de conclure cette passionnante conférence. Alors, Madame Tal, concernant le legs colonial, alors évidemment, bon, c'est assez difficile de répondre dans un temps imparti aussi court. Toutefois, on est conscient de cette histoire coloniale, de ce passé qui ne passe pas. Néanmoins, ça peut pas toujours être le seul facteur à dénoncer pour dire que les pays africains ne se développent pas. On est conscient aussi du néocolonialisme, de tendances lourdes, etc. Mais c'est aussi un petit peu le jeu d'un certain nombre de gouvernements. Et ce qui a été le cas, par exemple, d'Abdou Diouf, du président Abdou Diouf, qui, au moment de l'échec de la Sénégambie, sans vouloir tirer aucun bilan de sa propre action durant la période confédérale, a seulement conclu que le legs colonial était là et qu'il avait donc contribué à diviser les populations, alors qu'en réalité, si on regarde dans le détail l'évolution de la situation durant ces 8 années confédérales, on a un bilan sensiblement différent. Voilà. Alors c'est vrai que aussi, alors j'ai pas eu, maintenant Monsieur est parti sur je voulais rebondir sur la question chinoise pour dire que même si en ce moment on voit bien que les Français s'inquiètent de ce péril jaune, ce péril jaune qui est déjà mentionné depuis le 19e siècle. Et qui aujourd'hui, on s'inquiète parce que possiblement ça peut remettre en question un certain nombre d'intérêts français. Il est avéré que, comme le disait Kako, on a du mal à voir une voie, alors OIE et OIX se dessiner. En revanche, ce qui est assez intéressant dans cette période de transition, c'est que les Chinois vont ouvrir le jeu et vont forcer les Français et les autres acteurs à se repositionner et peut-être voire à réinventer des liens avec les pays africains. Ensuite, je souhaitais juste aborder la question identitaire. Alors, j'espère que je ne sais pas comment vous l'envisagez, mais on a eu une petite expérience sur d'un débat sur l'identité nationale qui n'a pas été très heureuse. Donc, je ne sais pas si c'est la direction que vous souhaitez prendre ou que vous pensez nécessaire. Comment se définir comme africain? Après, c'est certainement pas à moi de répondre à cette question. Vous avez toutefois mentionné et que vous vous présentiez parfois comme africain, francophone, lusophone, sénégalais, togolais, gambien, etc. Moi, je crois que ces identités, elles sont tout simplement pas exclusives l'une de l'autre.
Elles sont extrêmement labiles et en réalité, on va les convoquer en fonction d'intérêts ponctuels. Voilà. Et je pense que si on considère cette identité comme étant fluctuante, on s'enlève un petit peu tous ces débats très nationalistes qui nous divisent et qui nous opposent. Mais et je voudrais juste ajouter, pour vous en convaincre, de ces identités plurielles, je suis française, je suis femme, je suis collaboratrice de Kakonou Bokpo. Voilà, j'ai plusieurs identités et elles sont pas incompatibles les unes avec les autres. Et je peux ajouter très indépendante d'esprit. Voilà, donc bon, déjà, je partage entièrement ce que Caroline vient de dire. Et je voudrais juste rajouter un certain nombre de choses par rapport à la question de Madame Tal sur la place des valeurs culturelles, de la religion, par rapport à la question démographique. Je suis d'accord avec vous. Je dis dans l'ouvrage, mais vous le verrez que ma mère a travaillé de longues années dans le planning familial au Togo, okay, pour l'éducation des femmes, sur les histoires de mariage précoce, sur les histoires de polygamie et tout. Là, il faut reconnaître qu'au moment de l'ajustement structurel, les ministères sociaux ou dits sociaux n'ont plus eu d'argent dans nos pays. Okay. Tout est allé au ministère des Finances, en fait. Et donc, tout le travail d'éducation des populations, notamment rurales, a été, en fait, abandonné. Okay. Il suffit de voir nos ministères de la planification. Okay. Ils n'ont aucun moyen. Okay. Or, Pierre Massé, premier commissaire général au plan en France, comment il intitulait le plan? Il disait c'est l'anti-hasard. Okay. C'est comme ça. Et n'oubliez pas qu'après la Seconde Guerre mondiale, c'est cette planification qui a permis les 30 Glorieuses, finalement, avec les fameuses commissions sectorielles du plan, avec les champions nationaux, okay? Air France, le TGV, etc. Je veux dire, il n'y a pas d'improvisation dans le processus d'émergence. Okay? C'est planifié. Une fois, on a demandé à Michel Camdessus, ancien directeur général du FMI, au moment de la chute du mur de Berlin, on lui a dit, mais Monsieur Camdessus, comment vous expliquez l'effondrement du système soviétique? Et il dit, vous savez, paradoxalement, le marché a été planifié, mais le plan ne l'a pas été. Okay. Et c'était une façon de dire que derrière tout processus de développement, même passant par le marché, vous avez énormément d'institutions, énormément, et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure en termes de contrat social. Okay. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir ces femmes africaines qui font 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Je vous assure qu'elles ne sont pas heureuses d'avoir 8 enfants, 9 enfants, 10 enfants. Okay. Souvent, elles n'ont pas le choix. Okay. Souvent, elles n'ont pas le choix. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de mes amis africains de France qui envoient 80 à 90% de leur salaire dans leur famille en Afrique pour pouvoir s'occuper de toutes ces fratries. Okay. Et c'est difficile parce que quand vous envoyez autant d'argent chez vous, vous n'avez plus d'argent pour vous intégrer dans la société d'accueil. Vous devenez des marginaux. Ce n'est pas qu'on ne veut pas vous intégrer, vous ne pouvez pas vous intégrer. Vous n'avez pas de surplus pour participer aux loisirs qui font aussi partie du processus d'intégration. On ne le dit pas suffisamment, que beaucoup de migrants sont des otages des familles dans les pays d'origine. En plus d'avoir des problèmes dans les pays d'accueil, ils sont d'abord des otages. Et c'est hyper important. C'est pour ça que moi, je plaide
pour le passage d'une démographie subie à une démographie choisie. Okay? Si j'ai les moyens, parce que je suis cadre supérieur, de faire 5 enfants, 10 enfants, je les fais et je les éduque. Okay? Mais vous ne pouvez pas me dire que du fait de valeurs ancestrales fondées sur le patriarcat, et donc d'une violence symbolique inouïe, que ces femmes qui ont 10, 12, 15 gosses choisissent d'en avoir autant. Et donc, moi, je suis contre le fait de se réfugier derrière des valeurs qui, bizarrement, n'arrangent que ceux qui dirigent les sociétés pour justifier un certain nombre de choses. Ça, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que peut-être que mon discours ne sera pas politiquement correct, mais je crois que si nous voulons faire de la démographie africaine un levier de croissance, nous devons penser, anticiper l'éducation, la formation de ces enfants. Sinon, on dit, dans le cadre du groupe Initiative Afrique, que ça risque d'être une bombe à retardement pour l'Afrique, cette démographie. Sur la question de la conscience et de la réaction commune de l'Afrique, je vais en reparler tout à l'heure, puisqu'il y a d'autres questions qui renvoient à ça. Ok. Bon, sur le lait colonial, c'est déjà dit. Monsieur Diamé, sur l'incohérence des politiques publiques et le contrat social, vous avez raison. C'est-à-dire que moi, dans mon ouvrage de 2011, intitulé « L'improvisation économique en Afrique de l'Ouest, du coton au CFA », j'expliquais que l'absence de légitimité des dirigeants les obligeait finalement à internaliser la contrainte externe au détriment de la contrainte interne. C'est-à-dire qu'ils ont tendance à rendre compte au reste du monde plutôt qu'à leur propre population, du fait de cette absence de légitimité endogène. Et donc, ce que nous, population africaine, nous percevons comme une superposition de discours, comme une incohérence, en fait, a un sens. C'est que ce n'est pas pour nous que nos gouvernants gouvernent. Ils ne sont pas au service de l'intérêt général. Ils sont au service d'autres intérêts. Et donc, il y a une rationalité dans leur comportement. Et c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il y a un enjeu d'endogénéisation. C'est pour ça que je dis que l'Afrique ne produit pas encore ses propres dirigeants. Okay. Parce que nos dirigeants sont, comme par hasard, des gens qui cochent toutes les bonnes cases de la bienséance internationale. Okay. Et j'ai proposé un nouvel indicateur, c'est de compter le nombre de sommets internationaux auxquels nos chefs d'État participent et qu'on les compare au nombre de déplacements qu'ils font dans les provinces de nos États. Okay. Je me dis, si on fait ce calcul par an, ça va nous édifier. Okay. Il y a les sommets Russie-Afrique bientôt à Sochi. Okay. On vient du sommet Japon-Afrique à TICAD. On a France-Afrique ou Afrique-France en juin à Bordeaux. On a les sommets Chine-Afrique, Turquie-Afrique. On a failli avoir Israël-Afrique qui a avorté au Togo en 2017. Et donc, sans compter les sommets de l'Union africaine, de la CEDEAO, de l'UEMOA, je dis, mais quand est-ce qu'ils bossent? Nos dirigeants, quand est-ce qu'ils s'asseyent pour réfléchir? Quand est-ce qu'ils s'asseyent pour travailler? Puisqu'ils passent leur vie à voyager. Vous voyez? Et donc, et c'est pour ça que je dis, les peuples vivent leur propre histoire. Puisqu'on ne sait même pas quand nos dirigeants voyagent, tellement ils voyagent. Okay. Ils ne sont jamais là, en fait. Du coup, je suis d'accord avec vous. Sur le numérique, ce que j'observe, c'est qu'il y a un discours de la Startup Nation. Et là, on en revient un peu aux relations France-Afrique. Je crois que la Macronie a ceci de particulier, qu'elle insiste beaucoup sur la microéconomie, et elle ne parle pas beaucoup de la macroéconomie. Et donc, tous les jeunes Africains auraient comme vocation d'être des start-upers, de créer des incubateurs, d'être des génies du numérique. Je dis, attention, attention, attention. Il faut des systèmes nationaux d'innovation.
Okay? Ce n'est pas parce qu'un jeune a des appétences pour le numérique que ça va induire automatiquement un processus d'émergence dans son pays ou sur son continent. Il faut des systèmes nationaux de recherche et d'innovation pour intégrer ces innovations, notamment numériques, dans des processus de transformation structurelle. Et donc, je ne suis pas contre ces innovations. Je dis, il faut qu'on les mette de façon cohérente à l'échelle pour que nos pays puissent vraiment en bénéficier. C'est du travail, mais il faut qu'on le fasse. Monsieur Jules Eclou, sur la mauvaise gouvernance, sur l'OIF et sur la jeunesse. Sur la mauvaise gouvernance, bon, je suis d'accord avec vous. J'ai dit tout à l'heure que personne ne peut faire l'apologie de la mauvaise gouvernance. Ça veut dire qu'il faut gérer sérieusement les affaires, il faut l'action, le contrôle citoyen de l'action publique, il faut des systèmes de suivi et d'évaluation. Donc, c'est à nous tous d'être vigilants. Et la société civile a un grand rôle à jouer de ce point de vue pour obliger nos dirigeants à nous rendre compte de la gestion. Mais au-delà de la gestion, il y a la vision. On en a parlé tout à l'heure. Je pense que vous ne pouvez évaluer une gouvernance qu'à l'aune de la vision. Si vous évaluez la gouvernance chinoise sur la base des critères du consensus de Washington, notamment le CPI de la Banque mondiale, à partir duquel on donne de l'aide aux pays africains, vous allez voir que la Chine n'est pas un pays qui est bien gouverné. OK? Mais moi, j'ai posé la question à l'économiste en chef de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'époque, Chantal Devarajan, qui est venu au Togo quand j'étais ministre, pour qu'on calcule le CPI du Togo. J'ai dit, mais monsieur Devarajan, ce que vous venez de dire là, est-ce que vous avez calculé le CPI de la Chine? Il m'a dit, bah, la différence entre le Togo et la Chine, c'est que la Chine ne demande pas d'aide. Vous voyez? Donc, c'est intéressant. C'est ça le truc. Vous voyez? Donc, votre gouvernance, ben, elle est bonne si vous n'avez besoin de personne. Maintenant, si vous avez besoin de quelqu'un, c'est lui qui va juger de la qualité de votre gouvernance. C'est pour ça que je dis, au-delà de la gouvernance, n'oubliez jamais la vision et les marges de manœuvre dont vous disposez, ou dont vous pourriez disposer. Ça va ensemble. Sur l'OIF, bon, ben, j'ai été viré. Hein. Je crois que c'est réglé. C'est réglé, donc je n'ai plus rien à dire. OK. Tout ce que je pourrais dire pourrait être retenu contre moi. Si je dis qu'on a bien fait de me virer, vous allez me traiter de masochiste. Si je dis qu'ils ont mal fait de me virer, vous allez dire que je prends ma revanche, ou je veux prendre ma revanche. Donc, bon, c'est la vie en avance. On ne sait pas c'est qui et pourquoi. Oui, oui. Bon, ça, ce sera dans le cadre du prochain bouquin. Des noms. Il y aura des noms. Il y aura des règlements de compte. Quand il serait plus en fonction. Voilà, exactement, oui, exactement. Dans tes mémoires, Voilà, exactement. Si Dieu me donne vie, me prête vie et santé. La jeunesse en 2050. Moi, je crois que c'est une chance d'avoir une jeunesse. L'Allemagne se plaint d'avoir une population qui décroît. Il faut simplement qu'on accompagne notre jeunesse parce que c'est la vie, c'est la vitalité, c'est l'énergie. Donc, et le lien avec la question de Christopher Lawson, je vois avec notre jeunesse, c'est l'idée de la prospérité partagée. En tout cas, moi, ce qui est au cœur de mon engagement, c'est de dire, on ne peut pas se satisfaire d'une petite élite rentière prédatrice et laisser ces centaines de millions de jeunes Africains dans le dénuement. Donc, s'il y a une vision à promouvoir, c'est vraiment cette vision de l'équité, cette vision de l'inclusion, de l'impératif d'inclusion. C'est la base d'une société qui veut avancer. Cette capacité à être solidaire des plus pauvres, de ceux qui ont eu moins de chance, okay, dans la vie. Quand je dis à mes étudiants de l'Université de Lomé que je suis contre l'héritage, ils hurlent. Ils disent « Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas dire ça.
Je dis, je vous assure que vous n'êtes pas les plus nantis au monde. Mais je vous comprends. Et je leur donne mon exemple. Je dis, moi, je suis un héritier au sens de Bourdieu, avec des parents qui ont fait des études. J'avais accès à une bibliothèque quand j'étais enfant, quand j'étais adolescent. Okay. J'ai eu la chance de faire mes études supérieures en France. Okay. Je dis, mes parents m'ont déjà donné tout le potentiel pour réussir dans la vie. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir en plus ce qu'ils ont réalisé. Mais vous, qui êtes obligé de venir 3 fois par semaine, parce que vous ne pouvez pas payer les mototaxis 5 jours par semaine. Nos étudiants, il faut savoir qu'ils viennent 3 jours par semaine. Au début, je ne comprenais pas. Les amphis étaient pleins le lundi, mardi, mercredi, et vides jeudi et vendredi, pour les mêmes cours. Et finalement, j'ai dit, mais est-ce que mes étudiants ne sont pas rationnels ou quoi? Pourquoi ils viennent s'entasser le lundi, alors que le vendredi, pour le même cours, les amphis étaient vides? Et on m'a dit, mais non, parce qu'ils viennent en mototaxi, ils n'ont pas les moyens de louer les mototaxis 5 fois par semaine, du lundi au vendredi. Donc, ils ne peuvent venir que 3 fois maximum. Donc, ils font tous les cours du lundi au mercredi. Et ils ne viennent plus jeudi et vendredi. Vous voyez? Donc, vous ne pouvez pas, si vous n'acceptez pas une redistribution des richesses, vous ne pouvez pas faire une société qui va fonctionner sur le long terme avec de tels degrés d'inégalité. Ce n'est pas possible. Il faut que les gens comme moi qui ont eu de la chance puissent donner à ceux qui n'en ont pas eu. C'est le cœur. Et c'est pour ça que moi, je suis contre les débats identitaires. Je vous renvoie au dernier ouvrage de Jean-Louis Amsel. C'est un peu... Il règle beaucoup de comptes dedans, hein. Notamment vis-à-vis de ses collègues, anthropologues et tout. C'est passionnant. Mais ce que j'ai aimé dans le dernier bouquin de Jean-Louis Amsel, c'est qu'il dit ce qui est aujourd'hui caractéristique de notre période, tant en Occident qu'en Afrique, c'est qu'on nous fait croire que les lignes de clivage seraient de nature identitaire. Il dit, c'est une façon d'abandonner la lutte des classes. Il dit, c'est le fait. En fait, il dit tout le débat autour du Rassemblement national, de l'immigration, et en Afrique, tout le débat décolonial, okay. C'est un débat qui n'a d'autre objectif, en fait, que de cacher les vraies fractures, qui sont des fractures d'inégalité de revenus, d'inégalité sociale, d'inégalité d'accès. Et donc, en Afrique, vous n'avez pas de problème ethnique quand vous creusez un peu. Vous avez un problème entre les riches et les pauvres. Parce que les riches, ils sont de plusieurs ethnies, ils s'entendent. Ils s'entendent. Okay? C'est les pauvres qui se font la guerre ethnique. Moi, j'ai jamais vu des riches se faire la guerre, hein, quelle que soit leur ethnie. Ils s'entendent pour piller les États. Okay. Donc, il ne faut pas que la question des référents identitaires, ethniques, nous empêche de voir la question des inégalités. Okay. Et ça, j'aimerais qu'on ait ça en tête. Et enfin, la question de Louis sur les multinationales. Bon. Et là, je vais citer quelqu'un qui est dans la salle, Jean-Joseph Boileau, qui est ici présent, qui avait écrit un ouvrage formidable, La Chine d'Afrique, et qui montre bien comment, justement, les multinationales sont en train de créer des formes de normalisation dans le processus même d'intégration régionale. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises, hein, Jean-Joseph. Et on peut prendre, comme il le fait, l'exemple des télécommunications, où on montre bien qu'il y a 3 grands groupes qui normalisent tout le secteur des télécoms aujourd'hui en Afrique. Donc, on a le groupe Airtel, qui est plutôt indien. Okay. On a le groupe Orange, qui est plutôt français, donc européen. Et le groupe MTN, qui est plutôt sud-africain. Okay. Et donc, à travers les processus de normalisation de ces groupes, se fait une intégration qui ne passe plus par le haut, mais qui passe par les secteurs. Et ça, c'est tout à fait passionnant et complémentaire des autres types d'intégration par le haut, par le bas. Et donc, je pense que ce sont à mon avis, ce sont des thèmes de recherche intéressants. Comment l'entrepreneuriat, finalement,
crée aussi de l'intégration via des processus de normalisation. Donc, chers amis, je n'ai plus rien à dire. Je ne peux que... Ah bon? C'est vrai? Ah d'accord. Non, non. Kako doit partir à 21h, mais il doit dédicacer le livre. Mais on peut prendre. Oui, allez. Ouais. Non. Attendez, on va vous donner le micro, comme on enregistre. Voilà. Excusez-moi. Jean-Joseph Boileau, et j'ai écrit effectivement chez le même éditeur, Chine d'Afrique. C'est une question sur l'écologie. Je travaille sur le Zimbabwe. On a là un exemple type de paradoxe. Les réserves de gaz et de pétrole font que le potentiel au Mozambique est nettement supérieur à celui du Qatar. Nettement. 5 000 milliards de mètres cubes de gaz, etc. Qu'on a évidemment 3 ogres qui se partagent ça et qui ont réussi à écarter les Chinois. Total, bien sûr. Et puis un Américain, et puis l'Italien Eni. Bon. L'État du Mozambique a échoué dans la levée de fonds pour être partie prenante de ce projet. Donc c'est du gaz qui est dans la zone maritime contrôlée par le Mozambique. Donc en gros, on risque d'avoir un schéma où, du point de vue de la planète, on va sortir du pétrole, du gaz, CO2, qui ne va pas aller en Afrique, dont il va y avoir quelques miettes, tu le sais mieux que moi, pas pour tous, mais ça lance un débat plus profond qui est celui qu'est-ce que tu penses de l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz dont regorge l'Afrique et qui n'a toujours pas été utilisé. On a l'impression qu'à l'échelle mondiale, il y a une sorte de consensus pour dire qu'il faudrait compenser l'Afrique pour l'empêcher de développer, en gros, son carbone. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, mon sentiment, c'est que c'est tout le contraire. Le capital, bien sûr, c'est la jeunesse, mais il n'y a pas que de la jeunesse, il y a aussi des matières premières. Et que l'Afrique n'a toujours quasiment pas utilisé son vrai potentiel, puisque tu vois, on trouve là, sur la côte de Mozambique, mais les gens de Total m'ont dit que toute l'Afrique regorge d'hydrocarbures. Ce qui donc va poser un problème majeur, c'est les conflits avec les objectifs de développement durable, du climat, du changement climatique. Et j'ai été surpris en lisant les bonnes feuilles de ton papier, qu'autant tu peux être dur sur France CFA, etc., autant tu tapes pas du poing sur la table pour dire, en gros, aux pays occidentaux, voilà, c'est tout simple. Vous avez pollué la planète, vous représentez à peu près 60% des émissions de gaz à effet de serre en termes de stock. Vous allez nous interdire de sortir notre charbon, notre pétrole, notre gaz. Voilà le modèle. Alors, le modèle de croissance. Qu'est-ce que tu fais des hydrocarbures? Qu'est-ce que tu fais de ces ressources naturelles? On va devoir s'asseoir dessus pour faire plaisir à j'ose pas dire, parce que tout le monde lui tape dessus, à Greta Thunberg. Mais tu vois, je trouve que c'est une vraie question, ça, parce que j'ai fait des calculs dans Chine d'Afrique, on le montrait bien. Si l'Afrique utilise ses ressources naturelles et donc va émettre du CO2, bien sûr, la conséquence de cela, c'est que la trajectoire du changement climatique, puisque les autres font rien, c'est +3, +4, +5. Donc la seule solution, c'est que l'Occident, et en particulier l'Europe, et en particulier Macron, doivent, eux, s'asseoir beaucoup plus encore sur leurs émissions et réduire très vite pour un New Deal avec l'Afrique. Tu n'as pas abordé ce sujet-là, tu as plutôt abordé sous l'angle de « Oh ben oui, l'Afrique, il faudrait que ça soit un peu vert, il faut qu'on fasse attention. » Je suis d'accord qu'il faut faire attention à cela, mais sur les hydrocarbures, je pense que c'est une vraie question, parce qu'on n'arrête pas de dire que la Chine a ouvert des centrales thermiques à charbon. Ben oui, mais alors, c'est pas parce que nous, on a pollué la planète qu'il faut refuser à l'Afrique d'utiliser ses réserves de charbon gigantesques. Que ça soit pas bien d'émettre du CO2, oui, mais enfin bon, le problème c'est que l'Afrique arrive en dernier et que peut-être aussi les nouvelles centrales purifiantes, etc., pourraient faire partie du deal. Donc voilà, c'était un peu provocateur aussi, mais je t'ai trouvé tellement gentil avec les préoccupations écologiques de la planète que ça ne répond pas à la question qu'est-ce qu'on fait du gaz et du pétrole du Mozambique, par exemple. Avec cela, le Mozambique rejoint la courbe des 5-6 000 $ par tête en l'espace de 15 ans, si elle réussit à utiliser ses ressources, par exemple. Merci beaucoup.
En fait, ce que tu dis est fondé, mais j'ai comment dire, deux éléments qui peuvent plaider pour ma défense. Le premier élément, je suis tellement déçu par la qualité de la gouvernance africaine que j'ai peur chaque fois qu'on décide d'utiliser de nouvelles ressources que ça induise encore le syndrome hollandais, quoi. Le Dutch disease. Nos dirigeants sont en dessous de tout. Et c'est décevant, mais ils sont en dessous de tout. Et donc, l'utilisation, la mise en service de nouvelles réserves va malheureusement engendrer de nouveaux conflits, de nouvelles causes d'enrichissement, et les populations ne vont rien avoir. Oui, on va se retrouver comme en Guinée équatoriale, où les prix de l'immobilier vont être multipliés par 1000 et où les Équato-Guinéens ne peuvent plus vivre à Malabo, où ils vont devoir quitter la ville parce qu'ils ne pourront pas se loger, où ce sont les étrangers qui vont venir exploiter tout ça. Je veux dire, c'est le schéma colonial, quoi. Je veux dire, mais bien sûr, j'ai donné l'exemple dans l'ouvrage de Glencore avec le Zimbabwe sur le cuivre, où Glencore ne paye pas d'impôts au Zimbabwe, alors que Glencore exploite tout le cuivre zimbabwéen. En faisant comment? En vendant à sa maison mère en Suisse sa production à des prix inférieurs au prix du marché mondial. En surfacturant les coûts de production, ce qui fait que ses bénéfices sont tellement faibles qu'ils ne payent pas. Et du coup, là, vous avez un procès que l'État zimbabwéen fait à Glencore et qui défraie la chronique. Et donc, moi, c'est le fait de rester dans cette économie de la prédation qui me fait peur, en fait. Après, il y a un autre élément que j'ai vécu dans le secteur coton au Mali. C'est lorsqu'il y a la baisse des prix du coton, j'ai observé que les producteurs faisaient de la déforestation parce qu'ils vendent le bois qui sert de bois de chauffe, en fait. Et donc, ils coupent les arbres qui, paradoxalement, les protègent, en fait, de l'érosion éolienne. Et du coup, sur le moyen terme, on observe une baisse des rendements à l'hectare. On était à 1 tonne à l'hectare en 1960. Aujourd'hui, on est passé autour de 800 kg à l'hectare. Quand les Chinois sont passés à 3 tonnes à l'hectare, comme les Brésiliens. Et donc, je suis très sensible à ces préoccupations environnementales parce que ce sont les plus pauvres qui payent la note, en fait. Tout à ton honneur, ce argumentaire. Merci. Merci beaucoup. Un grand merci. Donc, si vous souhaitez, Kako peut dédicacer l'essai. Voilà, c'est ça. Maintenant, j'ai fini mon travail avec Caroline. Le vôtre, c'est d'acheter l'ouvrage. C'est juste nul ne quittera cette fondation sans avoir avec lui l'ouvrage. On va fermer les portes. Merci, grand merci à vous d'être venus.